Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. On va commencer dans quelques minutes. On attend encore quelques participants, autant ici en personne que des participants qui vont se joindre à nous en ligne. Mais pour ceux qui sont en ligne, rapidement, j'aimerais vous inviter à nous dire bonjour dans la boîte de chat en nous précisant votre nom, votre fonction, puis également l'entreprise avec qui vous êtes. Ce serait apprécié. On va garder un œil là-dessus. Puis en présence, là, vous ne le voyez pas nécessairement ici, mais on a aussi une quinzaine de personnes là, qui sont avec nous, plus toute une grosse crew caméra qui sont là pour filmer Michel. Donc, on va commencer ça dans quelques minutes. Bonjour à ceux qui sont en train d'échanger dans la boîte de chat. C'est toujours agréable de vous avoir. Donc, la présentation va durer environ 1 heure. On se donne encore 1 minute là, avant de commencer. Puis, à la fin de l'heure, on va prendre quelques questions. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à les garder pour la fin. Ça va être plus facile pour moi de les suivre également dans la boîte de dialogue. Et pour ceux qui sont en présence, comme on l'expliquait juste avant, vous pourrez poser vos questions juste ici à l'arrière. Donc, on va commencer dans environ 30 secondes, si vous êtes d'accord. Et j'en profite pour souhaiter bonjour à ceux qui laissent un petit mot dans la boîte de chat actuellement. Je regarde ça. On a Léa Aubé qui est là également, qui est arrivée. C'est ça, hein? J'en ai Sonia Dessel qui est ici aussi, Andréane Bouclin. Bonjour à tout le monde, c'est vraiment agréable. Merci d'être là. Et puis, merci à Michel d'avoir organisé l'événement. Juste être sûr, est-ce que ça enregistre bien? C'est parti? C'est bon. Donc, officiellement maintenant, bonjour à tous. Merci d'être ici. Mon nom est Jean-Sébastien Trudel. Je suis agent éco-leader pour la région de Laval et conseiller aux entreprises spécialisées en développement durable à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et je suis en compagnie de Michel Rousseau, associé principal chez Rousseau-Lefebvre. Merci d'être là également, Michel. Merci à toi. Événement que Michel organise aujourd'hui pour parler d'un défi. Un défi qui est grandissant, évidemment. On parle souvent de la pénurie de main-d'œuvre, on parle de la relance actuellement, mais on nous dit depuis quelques semaines maintenant qu'on a le droit de retourner au travail. En fait, on a mis fin à l'exigence du télétravail pour plusieurs employés, sauf que ce n'est pas encore clair. Je prends l'exemple, nous, à la Chambre, on est encore dans une dimension où on se pose la question, bien, combien de jours on va être au retour au travail, dans quelles conditions on va l'être, est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça, et comment faire pour s'assurer dans ce contexte de rareté de main-d'œuvre, sans parler nécessairement de pénurie dans tous les secteurs, comment faire pour s'assurer de donner les meilleures chances à nos employés, puis de leur permettre de retrouver un niveau de performance intéressant à travers tout ça. Donc, ce seront des questions qui vont être discutées aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande inconnue, là. Est-ce qu'on est en hybride? Est-ce qu'on ne reste pas en hybride? Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques en termes d'aménagement qu'on pourrait faire également? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. On peut penser également à la qualité de l'air. Est-ce que la qualité de l'air actuellement est convenable? Est-ce qu'on la mesure? Comment on la mesure? Est-ce que ces tests-là doivent être divulgués? Bref, il y a beaucoup de questions qui peuvent également se poser au niveau des normes sanitaires en lien avec la qualité de l'air dans les milieux de travail. On entend aussi parler à travers tout ça d'aménagement. Est-ce qu'on garde les bureaux ouverts, les espaces fermés? Qu'est-ce qui est mieux? La distanciation physique, est-ce qu'elle va continuer à s'appliquer? Donc, encore là, on va avoir des questions qui... en fait, on a plusieurs questions qui sont en jeu actuellement, mais on va avoir des réponses en lien avec ça. Et il y a un autre aspect très important dont on entend beaucoup parler, c'est la fameuse relance verte. Et qu'est-ce que ça veut dire, la relance verte? Comment nous, on peut en profiter comme employeur? Est-ce qu'il y a des gains à faire derrière ça pour peut-être attirer la main-d'œuvre ou engager davantage nos employés? Et finalement, on parle de télétravail avec une approche hybride. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser des meilleures techniques, les meilleures approches actuellement pour s'assurer que les employés en travail hybride puissent être plus performants et qui vont avoir un sentiment d'appartenance avec le reste de l'entreprise s'ils doivent absolument travailler à distance. Donc, il y a beaucoup de questions derrière ça, mais Michel, j'aimerais te lancer justement pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la rétention avec tout ça, comment on peut améliorer la performance des employés dans un contexte d'une relance verte. Je vais tenter d'y répondre du mieux possible. Je vais commencer peut-être avec une petite introduction d'où notre analyse a démarré.
Bon, on est une firme qui existe depuis 32 ans. Rousseau Lefebvre, on a des spécialistes en urbanisme, en architecture paysage et en biologie. Et on a réalisé au travers des années plusieurs projets axés sur l'innovation, tout le temps en se servant du développement durable. Fait que notre objectif, c'est toujours de créer des milieux de vie qui soient les plus sains possibles. Donc, on a fait des projets qui sont devenus assez rapidement des références. Donc, le premier réseau d'éco-centres qui était sur le territoire de la Ville de Montréal, le premier projet certifié SITES au Canada avec l'entrée de Ville Bonaventure à Montréal, le pavillon Énergie Net Zéro, donc qui produit autant d'énergie qu'il en consomme. Ça, c'est dans le quartier Huntsic. Et ainsi que plusieurs stationnements éco-responsables, dont ceux du Centropolis. Puis ça, je voudrais vous parler un petit peu de ce projet qui a été fait il y a quelques années où on a pu convaincre le client de changer un petit peu la façon de voir le centre commercial puis essayer de le penser comme étant un quartier commercial davantage. Donc, de renverser la tendance du tout à l'auto et de s'en aller aussi vers des déplacements actifs. On avait également comme défi de combattre les îlots de chaleur, de régler des problèmes de débordement des coupes pluviales. Dans nos villes, là, les systèmes sont rapidement saturés. Donc, ce qu'on a proposé, entre autres, c'était de réaliser des stationnements éco-responsables, donc d'intégrer des aires qu'on appelle de biorétention avec de la végétation. Mais le résultat était bien intéressant, c'est que le centre a misé sur sa nouvelle image verte. Il faisait déjà des actions éco-responsables, donc en ajoutant ça, ils ont décidé de miser sur cette image-là, et c'était directement sur le site Web, sur la première page. Et par la suite, il y a eu des experts qui sont venus, des experts spécialisés en gestion durable de l'eau de pluie et même en phytotechnologie qui sont venus voir sur place dans des visites techniques, tout ça dans un centre commercial. Fait qu'on peut partir de loin puis d'arriver à quelque chose de fort intéressant et de profiter de cette publicité-là gratuite pendant plusieurs années parce qu'on a présenté ça dans des colloques, des conférences et tout. Donc, on s'est rendu compte qu'avec toutes ces belles techniques-là qu'on a développées dans les différents projets, c'est-à-dire de pouvoir protéger les façades, les toits contre les rayons du soleil, d'aménager des lieux de pause, donc aussi simplement que ça, ou des lieux d'exercice extérieur pour les employés, de faire des liens entre l'environnement intéressant. Donc, on investit sur l'extérieur, mais pour que ça profite aux occupants à l'intérieur et qu'on puisse aller chercher des bénéfices là-dessus. Bien, on l'a fait beaucoup dans les villes, mais on s'est dit, gars, c'est toutes des données qu'on peut servir pour aider les entreprises à améliorer leur performance. Donc, on a développé des outils pour pouvoir faire ce travail-là. On a passé beaucoup de temps en recherche et développement. Et là, finalement, on a dit, avec toutes ces données-là, on n'était plus limité à des raisons qualitatives de faire ces changements-là, d'aller vers ce fameux virage vers là. Là, on a des chiffres à l'appui pour le démontrer, voir comment ça peut être rentable, puis on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, avec toutes ces belles trouvailles-là, ma détermination également, donc je me suis impliqué à la Chambre de commerce sur le conseil d'administration, le comité exécutif, la présidence pendant 2 ans. Mon objectif, c'était d'amener la Chambre dans cette direction-là, dans cette mouvance-là. Et je pense que la Chambre a fait un bon bout de chemin en ce sens, puis il reste encore beaucoup de travail à faire. Donc, ce qui était pour nous autres, tout ce travail-là, l'important, c'était de pouvoir viser un idéal pour nos clients. Et cet idéal, c'était d'avoir des milieux de travail qui soient sains, verts et stimulants pour tous les employés, pour qu'ils soient fiers de leur entreprise et qu'ils veulent y rester. On parle beaucoup de rétention du personnel. Là. Déjà, ça, c'en est un exemple. Et aussi, avec cette approche éco-responsable, bien, on vise que nos clients puissent développer une culture d'entreprise qui soit forte, qui va être intégratrice, verte, et qui va mener à une marque employeur recherchée par leurs clients, ça c'est sûr, mais aussi par les talents qu'on vise sur le marché. Donc, ce qu'on peut vous faire comme lien, c'est un petit peu ce qu'on a décidé d'offrir à nos clients en fonction de ce qu'on a fait à l'interne, les résultats qu'on a réussi à obtenir au niveau de l'entreprise. Bon, l'entreprise, ça fait 32 ans qu'on existe, 32 ans à faire du développement durable. Oui, le développement durable existe depuis tout ce temps. Déjà, il y a une vingtaine d'années, on avait acquis une maison ancestrale pour pouvoir installer le bureau. Donc, on l'a tout rénové. On a impliqué l'équipe dans la planification des espaces extérieurs dans un exercice de co-design qui était fort intéressant. Mais bon, ça a bien été. Malheureusement, on était à l'étroit. On a vendu, puis cette fois-ci, on a acheté une ancienne caisse populaire près d'une station de métro pour les employés, évidemment.
et on l'a aussi tout rénové. Mais on a décidé de faire le même exercice, puis là, je pense qu'on va le voir à l'écran dans pas long. Donc, ce beau bâtiment des années 60 qui a une grande fenestration, beaucoup de lumière naturelle, des espaces de travail qui sont super confortables, bien là, on a relancé ce processus-là, donc c'était très ludique avec l'équipe pour se doter, puis l'objectif c'était ça, comment les employés voulaient s'approprier l'espace à l'extérieur, pas juste pour des espaces de pause, mais aussi peut-être pour travailler à l'extérieur. Donc, ça, c'est l'exercice dans lequel on est en train de travailler, fait qu'il y a des espaces qui vont être faits à l'extérieur, puis même sur le toit. Et du côté de notre marque employeur, bien, c'est sûr que notre identité qui est axée sur le développement durable, bien, c'est recherché par les candidats. On a peu de difficultés à trouver sur le marché. Nos clients aiment bien ça. C'est sûr que les lieux de travail sont invitants. Puis la formule éco-responsable qu'on a choisie, bien, vous voyez, ça fonctionne vraiment. Puis on pourrait dire finalement que cordonnier bien chaussé. Pour atteindre cet idéal pour nos clients, on a donc mis sur pied un service qui s'appelle Optimisation éco-responsable. C'est pour solutionner les problématiques qui sont vécues par les entreprises, soit de manière, si je vous résume ça, là, on axe ça sur la pénurie de personnel, les coûts énergétiques qui sont grandissants, puis aussi la trop grande empreinte environnementale que les entreprises ont malheureusement. Et tout ça, bien, c'est en se servant du développement durable pour optimiser la performance des entreprises. Pour ce faire, on a recruté plusieurs partenaires pour compléter notre expertise et offrir le meilleur accompagnement possible. Fait que ça, j'aimerais citer les gens de TST, les gens de Concilium Capital Humain et les gens de A2 Design, ainsi que les gens de CGG qui sont présents avec nous. Et donc, il y en a 3 d'entre eux qui ont accepté de venir répondre à vos interrogations et vous entretenir de différents secrets qu'ils ont pour vous. Donc, juste avant de continuer, Michel, je vais t'inviter à aller voir derrière pour peut-être ajuster ton micro. Il y a des gens qui ont un petit peu de difficulté à t'entendre. Et puis, également, j'inviterai la régie à mettre en ligne les diapositives. Et pendant ce temps-là, moi, je vais inviter notre prochain invité. Donc, pour le prochain segment, on va rencontrer 4 différents experts qui vont venir nous parler en réalité de leur vision, de ce qu'ils comprennent de la situation, puis ils vont vous présenter les solutions. Là, donc, on va avoir, pour commencer, notre premier invité, c'est Nicolas Vincent, qui est ingénieur, chef de service développement durable chez TST Expert en efficacité énergétique et bâtiments durables. Donc, bonjour Nicolas. Et puis, on va avoir la chance de voir avec toi là, comment savoir si nos espaces de travail, en réalité, s'ils répondent aux nouvelles normes COVID en particulier. Donc, je te laisse la parole et puis on va juste s'assurer que Michel, de l'autre côté, son micro fonctionne bien pour la suite. Merci. Parfait. Bien, merci Jean-Sébastien. Merci Michel aussi d'avoir organisé là, ce petit séminaire-là. Dans le fond, je commencerai en disant des choses que j'entends souvent dans mon quotidien au travail. L'efficacité. Il faut installer un paquet de son, donc ça a un coût à ça. En fait, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est remettre ça un petit peu en perspective. Puis je vais commencer avec une petite référence de David Suzuki qui présentait dans une conférence. Il disait, bien, en gros, un humain peut rester une trentaine de jours sans manger environ. Va pouvoir rester à peu près 3 jours sans boire. Puis va pouvoir rester tout au plus de 3 minutes. Peut-être ceux qui font de la plongée en apnée, on peut emmener ça à 6 minutes, mais 3 minutes en gros sans respirer. Ça a déjà démontré que l'air pour l'être humain, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est très important. Il y a quelques études qui ont été faites pour des organisations, en fait, qui ont beaucoup de travailleurs à bureau, qui viennent dire, en fait, que les frais pour une entreprise, bien, il va y avoir 92 de ces frais-là qui vont être pour les travailleurs, les employés, que ce soit en salaire, en avantages sociaux, etc. Et le 8 restant va être vraiment sur les coûts d'opération du bâtiment, en fait, ou des achats d'équipements, etc. Donc, vraiment, la plus grande partie des dépenses, on parle vraiment au niveau des employés.
Donc maintenant, je pose un petit peu la question, est-ce que ça coûte plus cher d'avoir une bonne qualité d'air ou ça coûte plus cher d'en avoir une moins bonne, sachant qu'on voudrait probablement optimiser le 92 des dépenses pour une organisation. On en a déjà abordé un petit peu le sujet, bien, il y a des économies potentielles d'avoir une bonne qualité d'air, mais d'avoir en fait un bon confort au niveau des occupants, bien, ça risque de réduire le taux de roulement, puis on le sait en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est très important. Ça va aussi probablement réduire des absences causées par les maladies. Il y a même une étude aux États-Unis qui disait qu'il y a environ 35 des absences de maladies qui ont comme cause fondamentale la qualité d'air dans le bâtiment. Donc, c'est non négligeable. La base vient beaucoup de la qualité d'air. Et enfin, au niveau de la productivité, bien, il y a encore des études, de plus en plus d'études démontrent que si on a une bonne qualité d'air, une bonne qualité de vie dans le bâtiment, on va avoir une meilleure productivité. Si on met ça juste un petit peu en chiffres, là, on fait une étude de cas là, très high level. Prenons une firme qui a environ une trentaine d'employés, qui va avoir une masse salariale peut-être autour de 2 millions de dollars. Mais si on réussit à s'assurer d'abord d'avoir une bonne qualité d'air, quand il y a d'autres éléments qui vous vont être présentés par la suite, si on réussit à juste augmenter un petit peu la productivité, réduire les absences d'environ 0,5 %, bien, on parle probablement d'une économie ou d'efficacité supplémentaire de 10 000 $. Si on regarde une entreprise d'une trentaine d'employés, sa facture énergétique annuelle va probablement tourner entre 6 000 et 8 000 $. Donc, déjà là, juste en faisant un petit gain d'efficacité, on vient de pratiquement payer la facture énergétique annuelle. Donc, ça vient d'abord démontrer qu'on peut se permettre d'installer quelques équipements supplémentaires. Maintenant, si on tombe vraiment dans notre réalité d'aujourd'hui, comment on retourne au bureau dans un contexte de COVID-19, quelles sont les normes, en fait, qui devraient être appliquées. En fait, il n'y a pas de nouvelles normes qui ont été officiellement édictées par les grands organismes, que ce soit Santé Canada, ASHRAE ou l'EPA. Ce qu'ils ont plutôt fait, c'est de dire, bien, on a déjà un paquet de choses qui existent, essayons de bien les appliquer, puis quitte à aller un petit peu au-delà de ces normes minimales-là, puis on va être capable de justement assurer une sécurité là, supplémentaire au bureau. La première, c'est vraiment au niveau de la qualité d'air. En fait, je parlais d'air neuf en tout début, mais la première, c'est justement d'alimenter de l'air neuf dans le bâtiment, s'assurer qu'on alimente suffisamment d'air neuf, ce qui va permettre de diluer le virus et donc de réduire grandement les risques de contamination. Et comment on fait ça? Bien, en fait, il y a une norme qui existe depuis les années 90. LEED l'a même intégré, ceux qui connaissent la certification LEED l'a même intégré dès les premiers instants de la certification en 99, c'est la norme ASHRAE 62.1, qui vise justement à déterminer c'est quoi les débits d'air neuf en fonction du type d'espace, du nombre d'occupants et de la superficie. Et si on fait ça, bien déjà là, on atteint un minimum là, au niveau de la qualité, puis on peut augmenter après ça à partir de ça. Le calcul est faisable, ça prend, il y a quand même quelques petits pièges à éviter, mais en faisant appel à un professionnel, vraiment, là, vous allez être en mesure d'avoir des résultats très intéressants. D'autres mesures à mettre en place, c'est ajouter, bien sûr, s'assurer qu'on a de la filtration adéquate, que ce soit de type EPA, qu'on entend souvent parler, ou même MERV 13, va permettre aussi de contribuer. De garder aussi un taux d'humidité dans le bâtiment qui est typiquement entre 30 et 60 %. En bas de 30, on s'expose à certaines problématiques. En haut de 60, on s'expose à d'autres problématiques. Donc, vraiment, la plage entre 30 et 60 %, c'est la plage de choix. Enfin, bien, il y a des mesures encore, on peut aller encore un petit peu plus loin. La première, c'est vraiment de suivre la qualité de l'air. Donc, il existe un paquet de détecteurs sur le marché qu'on peut soit installer de façon fixe ou des détecteurs qu'on peut se promener et prendre des mesures de qualité d'air. Puis, une des principales qu'on va pouvoir mesurer, c'est le taux de CO2. Si le taux de CO2 est trop élevé, en fait, ça vient démontrer qu'il y a probablement une mauvaise qualité d'air ou au moins qu'il y a une mauvaise ventilation. Donc, ça permet vraiment de faire des ajustements au niveau de la ventilation pour diluer davantage le virus et s'assurer encore là qu'on réduit les risques de contamination. Puis, un dernier élément, c'est d'ajouter vraiment des systèmes de type traitement aux ultraviolets qui, là, vont vraiment permettre d'éliminer le virus. Mais ça, pour moi, ça vient d'abord dans une deuxième phase. Dans un premier temps, si on s'assure de bien diluer le virus, on vient déjà diminuer beaucoup l'exposition au virus. Encore là, c'est plein de mesures qui existent. Il y a un paquet de tissus détails qui arrive à ça, mais en faisant appel à des professionnels, c'est certain qu'ils vont être capables de comprendre vos besoins, de comprendre les enjeux, puis de vraiment vous faire les meilleures recommandations là, qui s'appliquent à votre situation. Intéressant, merci. Puis, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'il peut y avoir des gains économiques importants du fait que, évidemment, nos employés, s'ils sont malades, c'est pas très productif.
mais aussi peut-être des gains économiques en termes d'efficacité énergétique qu'on pourrait aller chercher. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, merci pour cette présentation, Nicolas. Puis, je dis à ceux qui sont en ligne, on va prendre environ 2 minutes de pause, simplement pour régler quelques problèmes techniques qu'on a avec le son, de ce que je comprends. Mais pendant ce temps-là, je vous invite à écrire dans la boîte de dialogue ce que vous retenez de la présentation de Nicolas. Particulièrement, je serais curieux de savoir, est-ce que vous avez, dans votre environnement de travail, des soupçons? Comment vous sentez-vous à l'idée de revenir au travail par rapport justement à cette qualité de l'air-là? Est-ce que vous avez des soupçons que la qualité de l'air est supérieure à la moyenne ou inférieure à la moyenne? Je serais curieux de vous lire là-dessus dans la boîte de dialogue. Et pendant que vous écrivez ça, nous, on va régler nos petits problèmes techniques. À tout de suite. OK, nous voici de retour. Merci de votre patience. Malheureusement, j'ai dû redémarrer moi aussi mon ordinateur, ce qui fait que j'ai perdu l'historique des dialogues. Donc, malheureusement, je ne serai pas capable d'y revenir. Mais on va poursuivre tout de suite avec notre prochain expert, Faber Caillouet, hein, comme un caillou qui dit, qui est architecte et associé chez A2 Design, architecture et design d'intérieur. Et tu peux t'avancer vers nous. Mais ce que je trouve intéressant de son intervention, c'est évidemment toute la question d'aménagement intérieur, du design de nos espaces de travail. C'est un enjeu, je pense, qui est très préoccupant actuellement. Et donc, tu vas pouvoir nous interpeller sur ce sujet. Merci. C'est là? Donc, merci. J'en profite aussi pour remercier... Pardon, excusez. Remercier Michel Rousseau pour cette initiative-là d'être une équipe pluridisciplinaire avec optimisation éco-responsable. Donc, moi, sur le volet architecture, je vais vous parler surtout de la lumière au niveau des aménagements, lumière naturelle, lumière artificielle et des tendances. Donc, depuis environ une quinzaine d'années, on a fait beaucoup en architecture de ce qu'on appelle de la densification des espaces d'aménagement. Et depuis quelques années, on est tous dans la distanciation sociale. Donc, il y a une certaine dichotomie au niveau des aménagements. Et il y a eu une certaine réflexion qui s'est faite entre les espaces individuels et les espaces de collaboration. Donc, dans les tendances, en fin de compte, au niveau des aménagements, c'est d'offrir de la flexibilité, d'avoir des multi-usages. Donc, au niveau des espaces de collaboration, de redonner un sens dans l'usage. Donc, on a un fond function qu'on appelle. Donc, les espaces présentiels, c'est des espaces de collaboration, de co-création, des sessions de travail de collaboration, donc au pluriel. Et le télétravail, c'est juste des espaces où est-ce qu'on va avoir des espaces au singulier, donc des tâches individuelles, des rédactions, des expertises. Donc, c'est de penser que les aménagements, dans la façon qu'on va les créer ou les recréer, de penser à cette fonction-là. Et l'éclairage, je vais le voir tout à l'heure, entre la lumière naturelle et la lumière artificielle, il y a tout un dosage à faire au niveau de l'équilibre. Donc, pour prendre une pensée célèbre, y être ou ne pas y être, là est toute la question. Donc, savoir pourquoi le bureau, pourquoi retourner au travail. Donc, au niveau de la fenestration, je vais parler de la lumière naturelle. Donc, le projet que je vous présente, c'est un projet où il y a un certain dosage qui a été pensé en termes d'éclairage naturel, d'éclairage artificiel, d'usage, de fonction, des principes de base. Donc, autant que faire se puisse, on essaie d'avoir un maximum de lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est pas si c'est gratuit. Donc, en termes d'apport, par contre, il faut regarder les facteurs climatiques au niveau d'enveloppe, au niveau énergétique, la loi sur l'économie d'énergie. Donc, les éléments de base. Donc, la lumière naturelle, de l'amener à l'intérieur, donc, autant que faire se puisse, de dégager le périmètre des bâtiments pour le rendre le plus accessible à l'ensemble des gens et de ramener la lumière le plus possible aux angles des bâtiments. Donc, un environnement sain, quand on a une relation avec l'extérieur, on a un phénomène où est-ce qu'on a le côté circadien, on va le voir tantôt, vraiment la perception du jour est très importante dans les fonctions, dans les usages. Donc, c'est de bien doser les répartitions. Si on s'en va maintenant plus au niveau de la lumière artificielle, donc on a parlé de la fenestration, des atriums, des puits de lumière. Quand on retourne à l'intérieur, on est plus au niveau de l'éclairage fonctionnel. Donc, la grande flexibilité qu'on peut offrir à nos usagers, c'est qu'on a des espaces qui ont plus à géométrie variable. Oui, il y a des auditoires, il y a encore des espaces communs, mais dans le courant de la journée, il y a différentes personnes qui vont utiliser ces espaces-là. Donc, de donner une diversité dans nos éclairages, des rhéostats, bon, toutes les techniques d'éclairage qu'il va y avoir à l'intérieur d'eux. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, depuis quelques années, on a beaucoup d'outils pour faire des simulations. Donc, tous les outils pour valider un peu le niveau d'éclairage dans les intérieurs de bâtiments. Il faut s'en servir pour être capable de donner une certaine diversité dans nos éclairages. Donc, ça au niveau de l'éclairage.
Donc, au niveau de maintenant, peut-être le côté de différents types de lumière. Donc, bon, depuis environ une dizaine d'années, je dirais que l'éclairage d'ailes a pris beaucoup d'ampleur. On a eu toutes sortes de sources. Bon, il y avait l'incandescent, le fluorescent, le LED. Donc, là, on a vraiment des outils qui sont plus performants, donc capables de mieux doser. On peut peut-être passer à d'autres. Oui, je vais ça. Donc, c'est bon. C'est ça, c'est au niveau de la consommation versus le confort. Donc, en termes d'énergie, on a vraiment des outils qui nous permettent maintenant de faire un bon dosage de l'éclairage et d'avoir plus une modulation en fonction de l'éclairage dans le courant de la journée. Donc, le cycle naturel, on va avoir des éclairages plus jour le matin, on peut varier durant la journée avec une question de variation temporelle qu'on appelle. Je ne parlerai pas de luminothérapie, mais quand même, la lumière a un gros impact sur notre fonctionnement. Les saisons aussi, c'est la même chose. Donc, peut-être pour terminer avec quelques statistiques ou quelques éléments de base, c'est la différence entre les lumens et les watts, ça c'est encore un élément qui est très, très important. Donc, quand on parle de qualité ou de quantité de lumière, les lumens, c'est vraiment, on parle de confort, tandis que les watts, c'est de la consommation d'énergie. À ne pas confondre, les ingénieurs pourront nous expliquer vraiment plus ce qu'il y en est. Donc, l'éclairage, c'est une question plus de confort maintenant qu'on doit regarder en termes d'usage et en termes de fonction. Donc, de plus en plus, c'est donner de la flexibilité et donner aux gens la possibilité d'avoir différentes activités avec différents types de sources d'éclairage. Voilà. Donc, si je comprends bien, on est mieux d'aller vers une lumière naturelle dans nos lumens, dans notre éclairage d'ailes, que des sources chaudes comme on avait traditionnellement l'habitude de le faire. Bien, les sources chaudes, c'est que quand en termes de fonctionnement, c'est que la lumière naturelle est vraiment, comment je peux dire ça, c'est peut-être la source qui est la plus proche, c'est des couleurs qui sont un peu plus blanches, on peut dire. Les lumières jaunes qu'on avait dans le temps ou les fluos, il y a une question de confort. Il ne faut pas oublier en plus qu'on a tout le fonctionnement informatique là, avec les écrans qui ont nos dosages. Donc, la lumière d'aile, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a une faible consommation d'énergie, puis on est capable aussi de doser, avoir des ambiances qui sont un peu plus contrôlées. Fort intéressant. Merci infiniment, Faber. Merci. Et donc, je veux juste m'assurer, là, pour les gens qui sont en ligne, on me dit qu'il y a encore des difficultés de son actuellement, que c'est faible dans certains cas. Je ne sais pas, quand moi je parle, est-ce que vous m'entendez bien pour ceux qui sont en ligne? Et si c'est uniquement là, les invités avec qui on a de la difficulté, peut-être qu'on pourrait ajuster le positionnement des micros des futurs invités. Mais bon, Michel, lui, en principe, tout a été corrigé. Donc, Michel va revenir pour quelques minutes nous parler maintenant du fameux virage vert. Hein? Comment est-ce qu'on va prendre le virage vert dans tout ça? Est-ce qu'on peut intégrer tout ça ensemble avec le virage vert? Michel, à toi la parole. J'espère que le son est mieux cette fois-ci. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est toi qui vas avoir les commentaires. Ça semble être bon. Ça semble bon? C'est beaucoup mieux qu'on me dit. Bravo. Excellent. Donc, oui, le virage vert. En fait, il y a bien des gens qui se posent la question pourquoi je devrais entreprendre ça? Il y a beaucoup de questionnements et les deux questions ou les deux affirmations qu'on trouve le plus souvent au niveau des entreprises, c'est que le virage vert, ça concerne que les entreprises qui sont dans le domaine de l'environnement. Donc, si vous pensez ça, soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Et l'autre chose, c'est que le virage vert, c'est compliqué et c'est dispendieux. Donc, on va essayer de répondre à ces deux interrogations-là. Premièrement, prendre le virage vert, c'est d'adopter une approche qui est éco-responsable. En fait, c'est en lien avec le développement durable. Donc, il n'y a pas juste l'environnement qu'on prend en ligne de compte, mais on va considérer l'aspect social et l'aspect économique. Deuxièmement, bien, on choisit cette approche pour être plus résilient, plus performant, puis plus attirant. Et ça, pour les trois axes dont on a mentionné, l'économie, le social et l'environnement toujours. Mais par où commencer, me direz-vous? Bon, tout d'abord, la meilleure des choses à faire, c'est de savoir ce que l'on vaut comme entreprise. Il faut pouvoir se comparer aux meilleurs de notre industrie. Fait qu'une bonne façon de commencer, c'est d'abord analyser nos relations qu'on a avec notre environnement, mais notre environnement dans son sens large, notre environnement d'affaires, notre environnement de travail et aussi notre environnement extérieur. Donc, une bonne façon de procéder comme tel, c'est au niveau de l'approche, notre environnement d'affaires, c'est d'avoir une approche qui va être éco-responsable. Et pour ça, bien, on va penser à améliorer notre chaîne d'approvisionnement. Donc, on va essayer de la raccourcir, fait que tous les bienfaits
l'achat local qu'on a entendu parler. Donc, dans cette façon de faire-là, bien, on va se trouver à raccourcir un petit peu notre chaîne. On va la sécuriser en même temps parce que nos fournisseurs seront plus proches de nous. Et aussi, on a l'occasion de la rendre plus responsable, d'avoir une influence sur nos fournisseurs ainsi que sur nos sous-traitants. Du côté de l'environnement de travail plus qu'on va appeler biophilique, donc il y a beaucoup de gains à le faire. On a vu un petit peu Faber qui en a parlé, ainsi que Nicolas. Donc, si on a une approche plus éco-responsable, on va donc se servir de la biophilie comme outil de travail. La biophilie, c'est quoi? C'est la relation qu'il y a entre l'employé, donc l'occupant, et son environnement comme tel. Et bien, il y a de nombreuses études et de projets qui ont démontré que c'est non seulement rentable, mais c'est aussi grandement profitable. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise? Ça, c'est sûr que c'est une bonne question. Bon, premièrement, si les lieux de travail dans lesquels on opère sont en lien avec des éléments naturels. Et ça, c'est quand même assez vaste. On a parlé de la lumière naturelle tantôt. Ça peut être aussi des matériaux. Donc, on utilise du bois, de la pierre, des plantes, de l'eau autour de nous. Bien, on va disposer les occupants, donc on va disposer nos employés dans des conditions favorables. Et si on fait ça, on est capable, donc je vous mentionnais tantôt avec les fameuses données, bien, on est capable d'augmenter la capacité de concentration et de créativité de 5 à 25 %, ce qui n'est pas rien. Autre chose intéressante, c'est que si on offre des vues de qualité, donc sur des éléments naturels, et ça, des vues sur l'extérieur, ça, c'est l'élément qu'on ne se doutait pas jadis. Donc, si on peut offrir des vues à nos employés sur des arbres ou si on a différents paliers, si on a un toit végétalisé, si on offre des vues là-dessus, bien, on va augmenter encore plus la performance de notre équipe de travail et on peut même abaisser l'absentéisme de l'ordre d'à peu près 15 %. Ça aussi, à ne pas négliger. Mais ce qui est génial, c'est que si on améliore notre environnement extérieur, bien, on ne fait pas juste répondre aux exigences de plus en plus élevées des villes, mais on améliore en même temps notre image et, comme vous avez pu voir, la performance de nos employés. Fait qu'on fait une pierre deux coups. Donc, je vous donne un autre petit exemple concret. Si on transforme la mer d'asphalte de notre stationnement en stationnement plus éco-responsable ou plus vert, bien, je vais améliorer ma marque employeur, je vais améliorer le bien-être de mes employés, puis je vais améliorer mon empreinte environnementale. Donc, ça a l'air bien beau tout ça, mais vous allez me dire comment ça fonctionne. Bien, c'est très, très simple et vous allez voir, c'est assez génial. La vue sur des éléments naturels dont on a mentionné tantôt, bien, ça agit sur nous de manière inconsciente et de manière positive. Donc, je vais vous faire un petit cours 101 sur le système nerveux. Si je vous résume, le système nerveux l'humain est composé de deux parties, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, il contrôle les activités volontaires et il va s'activer lorsqu'il y a un effort mental qui est demandé ou lorsqu'on est en situation de stress. Le système parasympathique, lui, s'occupe des fonctions involontaires comme la respiration, la digestion. Il sert à relaxer le corps. Donc, vous me voyez venir, si les deux sont équilibrés, évidemment, la vie est belle, on est bien. Mais lorsqu'on est stressé ou fatigué, bien, le parasympathique, lui, va se trouver être en baisse et on va se ramasser à être moins productif. Donc, ça, tout le monde, on a constaté ça dans nos expériences passées. Mais lorsqu'on va être en situation, en présence d'éléments naturels, bien, la clé, c'est ça qui est le fun, c'est que le système parasympathique va remonter automatiquement, naturellement. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, là, ça nous affecte tous. Donc, c'est vraiment génial parce que ce travail-là qu'on va faire sur l'environnement de travail, pour qu'il soit le plus naturel possible, assurément, il va avoir des effets bénéfiques sur vos équipiers. Et ça, bien, c'est peu importe qui on est, qu'on soit un travailleur d'usine, qu'on soit un chercheur dans un laboratoire ou un gestionnaire, tout le monde personne n'est à l'abri de manière assez positive. Donc, en résumé, plus nos employés travaillent dans un environnement avec des composantes naturelles, bien, plus on va garder nos employés et plus ils vont être performants. Puis, pour l'attraction de nouveaux talents, on voulait vous partager cette information lors d'un focus group qu'on a fait avec des jeunes diplômés. Bien, sachez que l'environnement de travail, ça fait partie des 3 premières conditions qu'ils recherchent dans un prochain emploi. Donc, c'est à ne pas négliger. Voilà. C'est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel là, de
de rareté de main-d'œuvre, je pense que de plus en plus, on voit les avantages. Puis je pense que c'est non négligeable parce qu'on sait combien ça nous coûte cher, nos ressources humaines. Ça nous coûte cher s'ils sont malades, mais ça nous coûte cher aussi si, justement... Et on a conçu nos bâtiments dans les années 60 sans prendre en compte ces réalités-là. Puis de plus en plus, on découvre, c'est comme si c'était magique, hey, on a besoin de lumière naturelle, on a besoin d'environnement sain, on a besoin de ce contact-là avec la nature. Donc, merci Michel pour ce cours 101 sur le parasympathique. Je pense que le mien est paresseux à certains moments de l'année. On va être stimulé. Oui, c'est ça, exactement. Et j'aimerais en profiter pour inviter là, notre prochaine experte qui, justement, va pouvoir faire le lien avec les ressources humaines et l'importance de leur offrir cet environnement sain-là. Je vous présente donc, je vous présente Lynne Doré, qui est consultante senior et coach certifiée chez Consilium Capital Humain. Bonjour tout le monde. Merci Jean-Sébastien, merci Michel. On a tous entendu des choses comme celles que je vais vous nommer. Ça ne sert pas à grand-chose de développer un sentiment d'appartenance, car de toute façon, les employés vont s'en aller. Donc, tous nos efforts vont être à l'eau. C'est la même chose avec les nouvelles générations. Hein. On dit souvent qu'ils ont la bougeotte facile, puis qu'ils n'ont pas de loyauté. Bien, les employés mobilisés et engagés sont loyaux et restent au sein des organisations. Ça crée un sens au travail. Il en faut du sens au travail. On a tendance à tous sous-estimer l'aspect humain. Notre culture organisationnelle reviendra comme avant la pandémie, quand les employés seront de retour. Il n'y a plus rien de pareil. C'est un peu comme après le 11 septembre. Tout a changé. La pandémie nous offre l'opportunité de nous réinventer et de devenir de meilleurs citoyens corporatifs. On n'a jamais autant parlé de bien-être et de santé mentale au travail. Maintenant, quelques secrets. C'est important de travailler sur le bien-être des employés, des lieux de travail, mais aussi, il faut aussi travailler sur le savoir-être. En février dernier, la revue HBR, Harvard Business Review, publiait une étude sur le bien-être des employés. Parmi les faits saillants, un déclin général du bien-être chez près de 89 % des répondants en raison de l'isolement et du manque d'interaction, de l'absence de frontières entre le travail et la vie privée et de l'augmentation des heures consacrées au travail. Il n'en fallait pas plus pour tracer la voie à une nouvelle ère en gestion. Le bien-être de l'humain au cœur des stratégies d'affaires. C'est un enjeu crucial de pérennité pour les entreprises. Placer l'humain au cœur des actions et des décisions, souvent dans le passé, c'était un vœu pieux, un nice to have. Maintenant, c'est une nécessité. Les gens ont goûté à autre chose, joindre l'utile à l'agréable, et ils ont besoin d'autre chose. Tout devient maintenant possible. La marque employeur, un élément crucial, un élément stratégique, de plus en plus important pour attirer le talent et le maintenir en place. Les bottines doivent suivre les babines. L'approche éco-responsable et fédératrice. Elle permet de rapprocher les gens de tout âge, de toute origine. Avec le télétravail, le mode hybride, mixte, les lieux de travail deviendront des lieux de rassemblement, de ressourcement, des lieux pour créer des expériences uniques et mémorables. Il faudra, au cours des prochains mois, voire des prochaines années, exercer un leadership de transition pour s'assurer d'une agilité et d'une proactivité à tous les niveaux dans les entreprises. Le mot « ensemble » aura de plus en plus d'importance pour les organisations. La pratique d'un leadership inclusif, d'un leadership qui transforme, un leadership qui assure à tous les membres de l'équipe qu'ils sont traités avec respect et équité, qu'ils sont valorisés, qu'ils sont responsabilisés, qu'ils sont confiants et inspirés. Le leadership inclusif, définitivement un élément de réussite. C'est le savoir-faire de l'écologie humaine.
pour créer de la cohérence ensemble. En résumé, la vision du leadership, selon Hubert Makwanda, président de Concilium, s'exprime à travers l'arbre, qui est au centre de notre pratique. Les leaders, comme les arbres, sont toujours en croissance. Un leader doit être prêt à s'adapter au changement, à évoluer et à ne pas gêner son environnement, car tout comme l'arbre, ses branches ou ses idées peuvent parfois envahir l'espace des autres. Il faut aborder le leadership de manière holistique et maintenir la cohérence à travers les turbulences, à travers l'adversité. Les crises peuvent parfois révéler des ressources qu'on ne pensait même pas avoir. Ce sont des occasions de prise de conscience, des occasions pour une nouvelle floraison en tant que leader. Pour maintenir la cohérence et affronter l'adversité, il faut adopter une posture d'apprentissage, une posture d'humilité, une posture de leader inclusif et conscient. Vous accompagner est un plaisir pour nous. Merci. Merci infiniment pour cette présentation. Et dans le fond, si je résume en gros là, ce que nos 4 experts nous ont dit, puis j'inviterai Michel pendant ce temps-là à se joindre à moi, on voit qu'essentiellement, il y a des occasions d'affaires incroyables actuellement qui découlent ou qui font suite à cette pandémie, avec ce retour au travail. On voit qu'on doit repenser la qualité de l'air. Ça devient non plus une option, c'est devenu une condition. Et peut-être qu'éventuellement, même, il va y avoir des normes autour de ça. Donc, on a intérêt à s'y attaquer rapidement. On a vu également comment les espaces de travail vont devoir évoluer et qu'il y a des moyens aujourd'hui, que ce soit par l'éclairage et d'autres moyens, on peut réinventer ces espaces-là pour les rendre plus performants et plus accueillants pour nos employés. On a vu aussi avec Michel que les environnements de travail biophiliques, c'est un mot que je viens d'apprendre aujourd'hui, biophilique, que ces environnements de travail-là, c'est peut-être l'environnement de travail idéal de demain, mais la technologie, les solutions existent aujourd'hui. Ça va simplement devenir une nouvelle façon de faire pour les bâtiments qui vont être offerts dans le futur. Donc, pourquoi pas s'y mettre aujourd'hui? Et finalement, on a vu comment le leadership inclusif est important si on veut réussir à non pas simplement attirer les meilleurs talents, mais à s'assurer à ce qu'ils soient heureux au travail et qu'ils performent dans leur milieu de travail. Donc, pour aller de l'avant, à partir de là, on comprend qu'il y a des solutions qui existent, on comprend qu'il y a des experts qui peuvent nous accompagner. Michel, comment on fait pour intégrer cette approche d'optimisation-là éco-responsable dans nos organisations? C'est assez facile, finalement. Premièrement, optimisation, c'est 2 parties. C'est très simple. Il y a un diagnostic, puis ensuite, il y a des recommandations. Le diagnostic, bien, il est fait selon les 3 axes, comme on a vu tantôt. Donc, on va regarder les lieux de travail. Donc, on se concentre sur notre capital humain. On va regarder l'enveloppe du bâtiment extérieur et on va regarder également l'environnement extérieur. On va vous déposer une analyse, puis avec cette analyse-là, on va pouvoir vous comparer par rapport à ce qui se passe dans l'industrie. Fait que les bénéfices, évidemment, bien, par rapport à cette comparaison-là qu'on peut avoir, parce que des fois, ça ne nous tente pas de nous faire sortir nos points de nos faiblesses. Mais sachez qu'avoir en main les forces et les points améliorés, bien, ça nous permet rapidement de cibler ce sur quoi on devrait davantage travailler pour s'améliorer. Et c'est fait, vous avez pu le voir avec tous les experts, c'est que ça se fait avec un regard neutre, évidemment. On est détaché par rapport à l'entreprise. Donc, on peut vous donner ce regard-là rapidement. Et les améliorations qu'on peut faire aussi, on peut les regarder avec vous pour les cibler et les faire également aussi rapidement. Donc, c'est souvent des petits détails, comme on a vu dans les exemples que je vous ai mentionnés, que ces petits détails-là, si on les cible comme il faut puis qu'on apporte les corrections, bien, ça peut faire une grosse différence. Je pourrais vous donner justement un autre exemple d'une entreprise qui a été rencontrée qui nous mentionnait que leurs employés avaient manifesté le besoin d'avoir un lieu de pause à l'extérieur. Donc, il n'y avait rien. Ils étaient pris à devoir luncher et prendre leur pause à leur bureau de travail. Donc, ça a été demandé à l'entreprise. L'entreprise a acheté du mobilier, puis a dit, bon, bien parfait, on a répondu à la demande. Par contre, l'entreprise, quand on l'a rencontrée, ils se sont plaints parce que les employés ne se servaient pas du mobilier en question.
Donc, on fait une petite analyse assez rapide. On s'est rendu compte que le fameux mobilier, c'était juste une table de pique-nique. Et la table de pique-nique avait été mise sur le champ d'épuration à l'extérieur. Donc, petit détail, mais ça montre à quel point juste ça, pour un employé, ça peut peut-être être un incitatif à aller voir ailleurs et ça lui donne l'impression que son bien-être n'est peut-être pas pris en considération par son employeur. Mais l'employeur, lui, voulait bien répondre et c'est juste que ça n'a pas été fait de manière judicieuse. Pour ce qui est des recommandations, bien, c'est des recommandations qui sont spécifiques à votre organisation, fait que ce n'est pas des recommandations très généralistes. Et à votre demande, évidemment, parce que c'est vous qui choisissez quelles recommandations vous voulez bien mettre de l'avant, bien, on peut estimer les coûts de réalisation et les coûts de revient également. Et concernant ça, je pourrais peut-être vous montrer une petite étude de cas. Donc, évidemment, je l'ai mentionné, les données sont strictement confidentielles, donc je ne pourrai vous dévoiler quelle entreprise est derrière ça. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple que vous voyez là, c'est que vous avez une liste, donc vous avez 5 recommandations que l'entreprise a bien voulu réaliser. Vous avez le coût, donc planification, réalisation par un entrepreneur. Donc, on ne parle pas de travaux qui ont été faits en régie. Fait que ça a été donné complètement à contrat, donc c'est clé en main. Et les gains que vous voyez illustrés ici, c'est que ces améliorations-là ont pu occasionner une baisse du taux de roulement de 2 Donc, 2 ça peut avoir l'air minimum, mais dans le cadre de cette entreprise de 50 employés, 2 ça équivaut à peu près à 50 000 par année. Jean-Sébastien l'a mentionné un petit peu tantôt, le fameux taux de roulement, on sait, c'est ce que ça coûte de perdre un employé, là, ça équivaut entre 0,5 et 2 fois le salaire de la personne. Donc, si on a des salaires moyens de 50 000, vous perdez 1, 2, 3 employés, bien, vous pouvez facilement faire le calcul 1 pour 1. Là, déjà, ça peut aller jusqu'au double, là, mais mettons 1 pour 1, vous pouvez voir déjà c'est quoi que ça vous coûte. Ça n'apparaît pas dans les états financiers, là, mais malheureusement, c'est quand même de l'argent qui sort de vos poches pareil parce que c'est tout le temps que vous allez investir à former la nouvelle personne, toute la baisse de productivité que vous allez avoir de votre équipe parce qu'il va manquer de monde, ce que ça va coûter à l'équipe pour aller recruter des nouveaux talents, les former. Fait que c'est tout ça qu'on considère comme coût au niveau du taux de roulement. Donc, vous voyez dans l'exemple qui est là, l'entreprise rentre dans son argent dès la première année. Donc, ça nous coûte 50 000, ça nous rapporte 50 000, on arrive even, sauf que le 50 000 qu'on sauve, bien, c'est un 50 000 qu'on sauve à chaque année. Fait qu'on pourrait décider aussi de le réinvestir et encore une fois, avoir des économies l'année suivante. Fait que vous voyez qu'avec une petite amélioration comme ça, on est capable déjà de provoquer du changement dans son entreprise. Maintenant, j'aimerais vous parler peut-être de certaines réticences que des gens conservent malgré tout, parce que je l'ai présenté à plusieurs entreprises, puis souvent on me dit, ben, mais tout a l'air trop beau, ça n'a pas de bon sens, c'est pourquoi dans mon entreprise, je ne suis pas sûr que ça va être ça. Bon, bien, sachez que c'est pas mal dans toutes les entreprises, on vit à peu près les mêmes problèmes. Et le diagnostic et les recommandations vont être, comme je l'ai dit tantôt, spécifiques à votre organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est clé en main et on vous remet ça en dedans d'un mois. Donc, vous avez des réponses assez rapidement et vous êtes en mesure aussi d'être dans l'action très rapidement pour que le changement s'opère. C'est un petit peu comme si on était dans une étape de pré-certification. Évidemment, d'avoir une approche éco-responsable, on va vous suggérer et vous accompagner, vous recommander d'aller dans une démarche, peut-être d'aller chercher une certification, ça serait intéressant. Mais l'approche qu'on voulait avec Optimisation, c'est de vous aider à vous évaluer, et de pouvoir passer rapidement à l'action. Puis si vous voulez poursuivre par après, bien évidemment, il y a plein d'autres chemins que vous pouvez prendre pour rendre ça de manière plus systématique dans l'entreprise. Donc, si vous pensez que vous manquez de temps pour embarquer dans une telle démarche, bien, on l'a vu, c'est clé en main. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de nous transmettre les données qu'on a besoin et ces données-là demeurent confidentielles. Donc, ultimement, lorsqu'on va mettre ça en application, bien, ce que vous pensiez devoir vous coûter en temps, bien, ça va vous libérer parce que vous allez probablement passer moins de temps à courir après des nouvelles recrues. Si vous hésitez parce qu'il y a des investissements à faire, ça, on l'entend souvent, c'est bien beau, là, je vais avoir un bilan, mais après ça, j'ai comme peur d'être obligé de réaliser plein d'affaires.
bien, sachez qu'avec le retour sur l'investissement, donc le calcul qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer les rendements potentiels que vous pouvez avoir et vous allez décider si vous allez ou non les chercher, ces rendements-là qui sont pour votre entreprise. Et si vous ne sentez pas suffisamment interpellé par le virage vert, c'est bien correct, mais vous allez continuer à entendre parler à chaque jour. On va avoir des pressions de toutes parts pour ce qui est des fameuses luttes au changement climatique. C'est là, c'est présent, et les entreprises, on doit faire quelque chose. Et aussi, bien, vous allez voir les meilleurs de votre industrie qui ont pris ce virage-là, mais qui vont continuer à se démarquer, qui vont attirer les meilleurs talents, puis qui vont générer des profits qui sont durables par rapport à ça. Il y a plusieurs de nos voisins entrepreneurs qui ont compris tout ça. On n'a qu'à penser à Simons, Cascade, Loop Mission, l'Empreinte, Physio Extra, Laval, Planète, Quantum. Il y a plusieurs entreprises juste dans l'univers de la Chambre de commerce de Laval qui ont déjà entrepris ce virage-là et qui ont mesuré déjà ses avantages. Donc, vous pouvez prendre rapidement le virage vert puis être dans l'action et récolter les dividendes. C'est tout simple que ça. Pour ce faire, on a décidé de pousser ça un petit peu plus loin. Et dans le but de faciliter votre démarche, on lance une cohorte d'entreprises en lien justement avec la création d'environnements sains et performants. Donc, les entreprises qui vont faire partie de la cohorte vont avoir droit à un accompagnement qui va être plus ciblé. Ils vont pouvoir échanger avec les autres membres, avec les autres entreprises qui feront partie de la cohorte. Et ils vont avoir droit aussi à une belle visibilité, comme je vous ai mentionné tantôt pour ce qui est de l'exemple du Centropolis. Donc, il va s'agir de la première étude sur la biophilie et les entreprises au Québec. On a beaucoup d'exemples en Europe, on a beaucoup d'exemples aux États-Unis, mais on a peu de données québécoises. Donc, le but de cette cohorte-là aussi, c'est de pouvoir faire ressortir les noms de ces précurseurs qui vont être présentés dans plusieurs colloques, conférences puis informations sur le web. Donc, ça va être une belle publicité gratuite pendant plusieurs années qui va améliorer votre marque employeur et, soyez rassurés, les données vont rester confidentielles, évidemment. Autre avantage pour les membres de la cohorte, c'est le fameux fonds EcoLeader qui finance l'étude qu'on va faire jusqu'à la hauteur de 75 des coûts. Et ça, c'est jusqu'à concurrence de 100 000 $. Si vous avez un gros projet puis ça va jusqu'à 100 000 $ par entreprise, le fonds finance ça. Je vais demander, là, ça va être mon tour, je joue à l'animateur, je vais demander à Jean-Sébastien de nous entretenir sur le fonds EcoLeader. Donc, le fonds EcoLeader, c'est un financement qui permet d'aller chercher jusqu'à 100 000 $ par entreprise. C'est une subvention et non pas un prêt. C'est très généreux et ça couvre jusqu'à 75 % du coût d'un projet. Donc, c'est assez intéressant. Là, je pense qu'on est en train de reconnecter. Donc, le 75 % c'est jusqu'à un maximum de 100 000 $ comme on l'expliquait, et ça permet de financer le travail d'experts. Donc, c'est vraiment un financement qui vient en appui à cette expertise-là, et ça inclut également des projets de cohorte. Donc, le projet de cohorte qui nous implique ici, il vise on n'a pas la présentation, mais il vise en fait trois grandes étapes. La première étape, c'est que si vous êtes intéressé à participer à la cohorte, vous signez une lettre d'intention que vous remettez au coordonnateur de cohorte, Michel. Et ensuite, avec ça, il va déposer la demande en votre nom. Et comme coordonnateur, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir également gérer l'ensemble du budget. Donc, pour le client, pour l'entreprise, ça fait en sorte qu'elle a simplement qu'à débourser le 25 % et elle ne voit pas finalement le reste de la facture. Ça permet de réduire l'intensité sur le cash flow en particulier. Et puis, dans certaines situations, ça pourrait même être réparti sur 2 ans. Donc, c'est très intéressant comme projet. Et c'est d'autant plus intéressant dans le contexte actuel parce qu'on parle beaucoup, je pense, actuellement là, de pénurie de main-d'œuvre. Puis, si vous ouvrez la radio comme moi, à tous les jours, on entend une situation où, on a augmenté les salaires. Hier, il y avait quelqu'un qui parlait d'un bonnet de 6 000 $ pour le présentéisme, pour que quand les gens se présentent au travail, ça peut leur permettre d'aller chercher beaucoup plus d'argent. Mais à la fin de tout ça, on est en concurrence, une industrie avec une autre, une entreprise avec une autre, et ce n'est pas vrai qu'on peut augmenter les salaires à l'infini. On l'a vu dans l'industrie des jeux vidéo au tournant des années 2000, il y a eu ce gros boom-là pour aller recruter les meilleurs talents. Et qu'est-ce que ça faisait? Bien, évidemment, on proposait des meilleurs salaires à un endroit, puis ensuite à l'autre,
Mais à un certain moment donné, ce n'est pas parce que tu as des meilleurs salaires que ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous autres, on a des jus gratuits, puis nous, on a des tables de poule gratuites, puis nous, on a une année de bowling. Et là, il y en a un autre qui offre ensuite des massages gratuits les mardis. Ce n'est pas grave, l'autre concurrent va l'avoir le vendredi, et puis le samedi pour ceux qui veulent travailler la fin de semaine. Tu sais, bref, il y a une surenchère, puis on n'y arrive pas. Alors que là, ce qu'on voit, finalement, c'est qu'on est capable de mettre en place un avantage concurrentiel intéressant qui est difficile à reproduire. Parce que si quelqu'un développe toute cette démarche-là, bien, ça ne lui permettra pas de l'autre côté de voir le concurrent être capable de le répéter rapidement ou facilement. Donc, sur le long terme, ça permet de bâtir une réputation d'un employeur exemplaire et d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Donc, c'est ce que je trouve très intéressant dans la démarche qui est proposée actuellement. Donc, dernière chose que je veux dire sur la cohorte, c'est qu'il y a un nombre de places limité. Il y a 10 entreprises qui vont pouvoir y participer. Donc, ça peut être la diapositive suivante, là, essentiellement. Parce qu'actuellement, il y a un montant qui est disponible pour encore 1 an environ, jusqu'en décembre 2022. Donc, on est un peu assez limité là, dans le temps et il faut faire vite. Donc, c'est un peu le meilleur moment pour en profiter, c'est maintenant. Donc, Michel, je te passe la parole pour... Je pense qu'on a un petit souci technique. Je pense qu'on est revenu. La présentation? D'accord. Est-ce que les gens continuent à voir la présentation à distance? Non, je pense pas. Connecté. Est-ce que vous nous entendez à distance? D'accord. Donc là, on semble être de retour, d'après ce que je peux voir. Oui, hein? Ça semble être live maintenant. Donc, merci à ceux qui sont encore en ligne. Personne n'est parti. Donc, merci, c'est super, vous êtes revenus. Mais essentiellement, juste récapituler rapidement, on vient d'expliquer qu'il est possible de faire subventionner le projet de cohorte avec le fonds EcoLeader et que ce financement-là permet d'aller chercher jusqu'à 100 000 $ de subvention, non pas un prêt, et ça couvre 75 % du coût total du projet. Donc, c'est très intéressant, très avantageux de le faire maintenant. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a environ 10 places de disponibles. Il y a un maximum de 10 places de disponibles parce que les montants là, sont limités là, dans le cadre de chacune de ces cohortes-là. Donc, Michel, je pense qu'on est live. Tu peux poursuivre. Merci, Jean-Sébastien. Oui, donc cette cohorte qu'on lance, les inscriptions devraient se terminer à la mi-décembre. Et la cohorte va prendre davantage son envol après les fêtes seulement. On va laisser le temps à tout le monde de se reposer un petit peu. Et ça va être aussi une belle occasion pour les entreprises dont l'année financière commence seulement à partir de janvier. Ça va vous permettre d'aller chercher des budgets que vous n'avez peut-être pas en ce moment. Donc, pour ceux et celles intéressés à faire partie de la cohorte, on invite les personnes présentes à venir nous voir après la présentation. Et pour ceux qui assistent au séminaire de manière virtuelle, on vous invite à nous signaler votre intérêt sur le chat dès maintenant. On accompagne aussi des entreprises de manière individuelle. Donc, si les gens ne se sentent pas interpellés par la belle opportunité de faire partie d'une cohorte, on va continuer à le faire, évidemment, de vous accompagner en ce sens. Et ça va nous faire un grand plaisir. Donc, pour ceux et celles qui auraient des questions et qui aimeraient avoir plus d'informations sur toutes ces bonnes données qu'on vous a partagées, je vais demander à Véronique Comeau, directrice au développement des affaires chez Roussel Lefebvre, de venir vous dire un petit mot. Donc, bonjour, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Donc, je pense qu'avec les petits soucis techniques qu'on a eus, ça va être encore plus pertinent de vous dire ce qu'on voulait vous adresser. Donc, on tient à vous mentionner qu'on rentrera en contact avec vous au courant de la prochaine semaine. Je devrais être en mesure de le faire d'ici la prochaine semaine pour répondre à vos questions et également de voir votre intérêt pour la cohorte. Donc, je pense que comme moi, vous aurez trouvé les sujets très, très intéressants. Donc, c'est une belle opportunité là, qui s'offre aux entreprises de faire partie de cette cohorte-là. Mes coordonnées seront déposées également sur le chat à l'instant. Et pour la suite des choses, pour la suite de la présentation, Michel et Jean-Sébastien resteront en ligne là, pour les questions virtuelles. Et Faber, Nicolas, Éline et moi seront présents là, pour échanger avec le reste des gens présents. Donc, je vous dis au plaisir de collaborer. Jean-Sébastien, Oui, la parole de la fin. Merci
Véronique. Puis dans le fond, on voit qu'on a beau avoir passé 2 ans en pandémie pratiquement, on a encore des problèmes avec Zoom. Vivement le retour au présentiel, hein? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc, je veux simplement vous remercier tous d'avoir participé. Merci infiniment, Michel, Merci à toi. pour l'organisation de l'événement. Je rappelle à tous ceux là, qui sont intéressés de pouvoir rester en ligne, de poser vos questions. On va pouvoir y répondre dans les prochaines minutes. Et également, n'hésitez pas à en discuter avec votre direction si vous êtes en réflexion actuellement, parce que c'est le moment de profiter de la généreuse subvention là, qui est disponible avec le fonds EcoLeader. Donc, à mon nom personnel, également au nom de la Chambre de commerce et de Rousseau-Lefebvre, j'aimerais vous remercier d'avoir été ici et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci. Et donc, pour ceux qui sont en ligne, vous restez. Ceux qui sont ici, je vous inviterai peut-être à aller à l'arrière pour poser des questions à nos experts. Et échanger. Échanger pendant les prochaines minutes. Donc, parmi ceux qui sont en ligne, pendant que les gens se déplacent, si vous voulez commencer à entrer vos questions, si vous en avez, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, j'en ai quelques-unes qu'on nous pose fréquemment. Michel l'a dit, il a eu la chance d'échanger avec plusieurs entreprises déjà et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. La première, Michel, c'est comment on fait pour trouver la bonne personne à l'interne dans notre organisation pour piloter un dossier comme celui-là? Bien, c'est une bonne question. Évidemment, je pense que la meilleure façon de fonctionner, c'est peut-être de viser davantage une personne qui serait motivée à s'occuper d'un dossier d'éco-responsabilité comme ça, qui va amener des changements concrets dans l'entreprise. On peut aussi songer à peut-être voir à cibler la personne pour qui qu'on va réussir à soulager davantage, parce qu'on est tous occupés, on a plein de dossiers à s'occuper, mais si je pense aux gens en ressources humaines, si on est capable de pouvoir réussir à mettre de l'avant ces initiatives-là, bien évidemment, on va garder davantage notre personnel et on va passer moins de temps à démarcher de nouvelles recrues. Oui, puis il y a un enjeu qui est important, c'est qu'est-ce qui arrive si on est locataire des bureaux, des locaux, on n'est pas propriétaire. Qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut participer à une démarche comme celle-là, Michel? Bien, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Évidemment, si on regarde ça dans les faits, il n'y a pas grande différence, évidemment, entre être locataire ou propriétaire, parce que ces démarches-là qu'on va faire, ça va être davantage pour nos employés. Ça, c'est clair. Donc, tout aménagement de locaux à l'interne, bien, ça va puis qu'on y va avec une approche davantage biophilique, comme on a vu, bien évidemment, ça va être bénéfique pour l'entreprise. Fait que c'est toutes des choses que vous êtes en mesure de pouvoir faire, même si vous êtes locataire. Et l'autre chose, bien, c'est d'entreprendre peut-être des discussions avec le propriétaire, si vous voulez vous permettre, entre autres, l'aménagement de lieux de pause à l'extérieur, bien, de pouvoir discuter avec le propriétaire. Et si, ultimement, vous n'avez pas de collaboration avec le propriétaire et que vous avez un petit peu les mains liées, bien, on peut vous accompagner dans la recherche de prochains locaux qui seront davantage biophiliques. Et puis, j'ai encore quelques questions pour toi, Michel, mais si vous êtes en ligne, je vous invite à les poser maintenant. Michel est disponible pour répondre à vos questions également. Mais ce n'est pas grave, s'ils font du bruit en arrière, ils ne nous entendent pas. On est correct avec les micros, il n'y a pas de problème maintenant. Donc, avant-dernière question, Michel, comment on peut faire pour convaincre notre gestionnaire d'embarquer dans la démarche ou à tout le moins d'en discuter avec toi? Bien, effectivement, parce que c'est pas bon. Les gestionnaires ne sont pas toujours à l'affût de tout ce qui se passe parce que les employés, on a la chance aussi d'aller chercher différentes formations à gauche par droite. Ce qu'on peut faire, évidemment, c'est qu'on espère qu'avec cette présentation, on vous a donné suffisamment d'outils pour initier cette discussion-là avec vos gestionnaires. La présentation va être disponible d'ici quelques jours à nouveau. Donc, si jamais vous voulez la réécouter ou l'écouter avec vos gestionnaires. Et sinon, bien, ça nous fera plaisir de vous accompagner dans une présentation avec vos gestionnaires si jamais vous avez besoin d'aide pour tenter de les convaincre. Puis, est-ce que ça prend un permis pour réaliser ces travaux-là? Les fameux permis municipaux. Non, pour la plupart des suggestions qui pourront être mises de l'avant, c'est rare qu'on va avoir besoin de permis spéciaux, mais toute intervention, évidemment, sur le bâtiment, on peut avoir besoin de tels permis. Ça, c'est notre quotidien. Fait que ça, c'est pas un problème du tout. Et dites-vous aussi que quand on arrive avec une approche éco-responsable, c'est directement en lien avec
les nouveaux objectifs que les villes se font. Donc, avec des approches qui sont éco-responsables, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les autorisations nécessaires. Et puis peut-être dernière question que tu te fais toujours poser, qui est peut-être la plus importante. Est-ce que ça va marcher pour nous? Hein? Chez nous, Michel, est-ce que ça va fonctionner? Bien, je pourrais vous dire, si on regarde les différentes statistiques qu'on vous a présentées, bien évidemment, c'est pas mal universel. Fait que ça a lieu en Europe, aux États-Unis ou chez nous. Évidemment, ça va fonctionner pareil. Et on l'a vu dans le petit cours 101 tantôt sur le système, le système nerveux, bien, dès qu'on arrive sur des aménagements plus biophiliques qui sont en lien avec notre environnement naturel, bien, ça a un impact directement sur nous sans qu'on ait rien à faire. Donc, ça nous influence de manière positive tout le temps. Donc, à la question, Jean-Sébastien, c'est clair que ça va fonctionner chez vous. Et si vous vous questionnez si vous êtes éligible à cette subvention du Fonds EcoLeader, autre chose qu'on peut faire, c'est de pouvoir aller vous rencontrer rapidement et d'évaluer tout aussi rapidement avec vous si c'est possible pour vous autres d'aller chercher cette subvention-là. Donc, sans obligation aucune, en toute transparence, on est en mesure de pouvoir vous dire si oui ou non vous seriez éligible dans votre projet. Ça, c'est une chose intéressante aussi. On peut initier cette nouvelle démarche-là au niveau de l'entreprise, mais on peut intégrer aussi la démarche dans un projet actuel que vous avez déjà. Si vous avez un agrandissement d'usine ou vous avez un nouveau plan de match avec les employés, bien, l'approche, elle est très, très flexible. Donc, vous pouvez on peut greffer cette approche-là facilement au travers des autres projets que vous avez déjà en cours. Ouais. Puis il y a une question qui vient d'entrer de Julie, mais Amélie a déjà répondu avec un lien. Mais la question, je vais quand même te la poser. Avez-vous un exemple de stationnement éco-responsable et est-ce possible s'il y a des camions de 53 pieds d'avoir ce genre de stationnement-là? C'est intéressant. Oui. Des stationnements éco-responsables, il y en a beaucoup au Québec maintenant. À Laval, on peut penser au fameux, je vais parler des exemples du Centropolis. À Montréal, il y a le projet de l'Aréna Rodrigue-Gilbert qui a été fait un petit peu plus dans l'Est, qui a été accrédité éco-responsable également. Il y en a plusieurs. Sachez que la certification, parce que ça existe, une certification éco-responsable pour les stationnements, c'est le Conseil régional en environnement de Montréal qui est derrière cette initiative. Et maintenant, différents autres CRE peuvent accréditer différents stationnements éco-responsables, dont celui de Laval. Fait que ces initiatives sont fort intéressantes, ça ne coûte rien et ça vous permet d'amener ça à un autre niveau. Et tantôt, quand on parlait de l'importance peut-être d'avoir des vues sur un environnement de qualité, si la vue actuelle que vous offrez aux employés est un stationnement, donc une mer d'asphalte, c'est pas bien intéressant, mais si on transforme un stationnement en stationnement éco-responsable, soudainement, vous avez quelque chose d'intéressant à montrer aux employés. Et pour ce qui est des camions de forte dimension, évidemment, on est capable d'intégrer ça, ça c'est clair. C'est sûr qu'on a besoin d'espace, les fameux espaces de virage pour les camions en question qui prennent énormément d'espace, mais on peut aller du côté du pavage perméable, on peut y aller aussi avec des pavages qui vont avoir une réflectance à lumière plus élevée. Donc, ce n'est pas juste d'y aller avec du verre, mais on peut y aller aussi pour avoir le moins d'impact sur l'environnement comme tel. Ouais. Puis tant qu'à refaire notre stationnement, on peut également inclure de l'électrification des transports avec des bornes électriques pour le futur. Donc, j'arrête ici. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous invite à regarder dans la boîte de chat. Il y a des coordonnées de Véronique Comeau qui va entrer en contact avec vous, mais si vous voulez le faire plus rapidement, c'est disponible. Il y a également des liens qui vous sont partagés. Et je vous invite donc à le faire rapidement. Michel, encore une fois, merci d'avoir été là. C'est très apprécié. Merci tout le monde et on vous dit à très bientôt.